Allez, on est toujours à Tel Aviv, à Yafo, parce que j'adore ce quartier. Et puis je sais qu'il y a David Lefrançois qui est ici. Il fait une petite balade côté mer, on va essayer de le trouver et il fera un petit tour avec nous. Voilà, ça va être passionnant et sympathique. À tout de suite. On va le chercher, il doit être par là. David! David! Comment ça va? David Lefrançois! C'est moi. Alors, je savais que tu faisais une balade dans le coin à Yafo parce que je sais que tu apprécies beaucoup ce bord de mer. Ouais, donc tu m'espionnes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça? et donc là, je te propose de t'accompagner. Tu montes? Bah, tu crois que je vais refuser? Une Toi, voiture. ça, là? Je refuse rien du tout, je viens. Elle est belle. Je t'ai dit ce que c'était? Ah la vache. Une Mercedes 450 SL 1980. Exceptionnel. C'est bon, hein? Exceptionnel. On fait un petit tour? Allez, vas-y, parti. Allez, on y va. Ciao! Oh là là, c'est quoi ce bruit là? Bon, alors je te dis, voilà, on est filmé de Magnifique. partout. Donc on est entre nous si tu préfères, mais bon, il y a quand même quelques téléspectateurs d'A+, qui nous regardent aujourd'hui. Ah bon? Ouais, donc tu pourras, voilà. Donc faut pas que je dise de bêtises. Hein? Ou je peux en Mais dire si, un max. dis des bêtises, vas-y, dis-en. Je vais en dire un. Eh Je oui, vais on est faire que ça. tranquille. Hein? Tu vas faire que ça? Ouais, ouais. Dis-moi, elle a de l'histoire cette voiture. Hein. Elle a une longue histoire. T'imagines certainement. ce qu'elle a vu? Vaut mieux pas savoir. Ah ouais. Parfois, Derrière, vaut mieux surtout. pas- Oh là là. Bon, moi j'ai C'est un peu étroit derrière quand même. Hein, c'est un peu étroit, mais c'est Ouais. pas mal. Et il va pleuvoir et on va se prendre la sauce. Ça serait très bon. Ah ouais. Moi, j'adore. Tu sais que moi, j'aime la pluie, mais un truc de fou. Alors, je suis né en Normandie, hein, c'est Ouais. pour ça. Mais moi, ici, à Tel Aviv, dès que je vois de la pluie, je sors, je vais faire mon sport dehors. Et si, tu sais, quand il y a les grandes périodes de pluie, Ouais. là, mon grand kiff, je me fais une balade avec mes chiennes, avec un parapluie. Et écoute-moi bien. Donc là, t'as un grand kiff parce que là, il commence à pleuvoir. Je te Ah non, rappelle mais qu'on est là- en cabriolet quand même. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais ouais, mais Moi, je suis très eh, le pote qui m'a prêté la voiture, il va pas s'en foutre. Ah non, ça c'est sûr. Lui, par contre, il va faire la gueule. Mais il faut l'humidifier un petit peu, cette dame aussi, là. Mais bon, là, elle a un peu rouillé, là. Je sais pas ce qu'elle a, là, aujourd'hui, tu vois. Mais bon, c'est quand même super agréable de se balader dans une vieille voiture. D'abord parce que, regarde autour de nous, même regarde les hommes, les femmes, tout le monde regarde ça comme s'il regardait Mais c'est une la œuvre reine d'art. d'Angleterre. Non, mais c'est une œuvre d'art. Hein? Ça se trouve, elle est même plus vieille que la reine d'Angleterre, en plus. Je sais pas. Mais on est bien là, Ah, écoute. hein? Mais- Regardez, franchement. C'est super confort, c'est super moelleux, hein. C'est bien, regarde en plus. Regarde, Ah. regarde, elle a une petite pêche là. Alors on va se mettre. Est-ce que tu as entendu ce bruit? C'est un V6. Le bruit d'une vieille lionne qui est Ouais. prête à bondir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est bon, ça. Ouais, tu entends? Ouais, t'as raison. T'as Louis. Regarde. Alors évidemment, tu sais qu'on est filmé par notre ami Cédric qui est ici là. Mais voilà. Donc on va chanter sous la pluie aujourd'hui, Cédric. On Ah, chante sous la pluie. Et si on se faisait un petit peu de vitesse là, comme ça? Écoute, Qu'est-ce que vas-y, t'en je suis dis? chaud. Vas-y, T'es vas-y. chaud là? Attends. Pour chauffer un peu. Oh là là, oh là là. Bon, ça. Ah, Et puis tu vois, tiens, on va plus vite que l'eau. c'est T'as smooth. remarqué ça? On n'a plus de gouttes. Ouais. T'as quitté le nuage d'eau. C'est pas mal, hein, Ouais, c'est beau. la sensation. Hein. C'est beau. On est bien quand même là-bas. Et c'est un temps particulier aujourd'hui, t'as vu? C'est Ouais. très Dis-moi, lourd. qu'est-ce qui se passe avec le temps? Toi, tu vis en Israël depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 7 ans. T'as déjà vu un temps comme ça? Non, c'est assez Au étonnant. mois de juin? Non, c'est assez étonnant. C'est parce qu'il fait très chaud, il fait 38 degrés, il fait lourd. Et t'as vu la pluie tout à l'heure, j'étais en moto sous la pluie, Ouais. et on était plein de sable. C'est fou. Toutes ces particules. Bon, je trouve ça magique. Moi. Je m'émerveille de tout. Donc, j'adore. Bon alors, David Lefrançois, évidemment. Alors, comment on peut te résumer en une phrase? On peut pas. Docteur en neurosciences, coach de vie. Qu'est-ce qui te résume si on pouvait le faire? Pour te présenter à nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait, parce qu'on te voit aussi au Canada et on te connaît bien au Canada. On te connaît pas mal au Canada. Tu es une star au Canada, en France et en Israël aussi. Ouais, en Ça Israël. commence là. Ouais, en Israël, la communauté francophone, en tout cas, me connaît bien sur les réseaux sociaux. Ouais. Surtout que, tu vois, ça m'est arrivé aussi de faire des conférences Science et Torah avec Yaakov Citruc. Et ça plaît bien. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, comment tu te définis? Moi, écoute, moi, je suis Un guérisseur, non, pas du tout. comment on peut appeler ça? Écoute, moi, je suis un passionné d'abord. Ouais. Voilà. Moi, je me définis comme un passionné de l'esprit humain, de l'être humain en règle générale.
comment l'être humain fonctionne, moi c'est ça qui me passionne. Voilà. C'est ce qui m'excite dans ma vie en fait. Oui, Voilà. mais c'est de la transmission quand même, ton Alors métier après, est de transmettre. Après, je prends alors je prends beaucoup de plaisir à apprendre. Je passe mon temps à découvrir, à apprendre, à rechercher. Ça c'est mon truc. Et ensuite, je peux pas garder ça pour moi. Je peux pas garder ça pour moi. J'ai besoin de partager, d'échanger, de donner à ces personnes ce que je considère moi comme des opportunités d'apprendre, de s'éveiller un peu et de traverser cette vie avec un peu plus de facilité et puis de dignité aussi. Voilà. Donc je trouve que je suis un privilégié de la vie de pouvoir recevoir ces informations, d'y avoir accès et d'avoir ce talent, parce que tu as un talent non seulement d'orateur, ça c'est évident, mais il y a aussi de savoir transmettre, toucher. Écoute, on m'a beaucoup parlé de toi avant que je te connaisse, mais on m'a dit souvent, la phrase qui revenait, c'est « il m'a sauvé la vie, il m'a aidé, il m'a transformé, etc. » J'ai beaucoup entendu ça, vraiment, je te dis ça, c'est réel. Des gens qui m'ont dit comme « Ah, David Lefrançois, il m'a aidé. Il m'a vraiment aidé. » Comment ? En écoutant tes Insta, tes vidéos, tes conférences, etc. T'en as conscience ? Écoute, j'en ai connaissance et je préfère pas en avoir conscience. Ouais. Il y a des choses, faut pas avoir conscience parce que... De peur d'avoir quoi, la grosse tête ? Oui, puis on pourrait se prendre un petit peu pour n'importe qui dans l'histoire, tu vois. Donc, je trouve ça fabuleux quand on me le dit, ça me touche beaucoup, ça m'intimide aussi, ça m'intimide profondément, ça me fait peur. Mais si j'ai pu aider ces gens-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais, donc si on définit la star du coaching, ça te va pas, puisque c'est pas ce que tu veux être. Non, je m'en fous, franchement, je m'en fous en fait. Ouais. Ça m'intéresse pas. Par mais contre, malgré tout, je suis le meilleur dans mon domaine, dans ma capacité à transmettre des choses intelligentes, là par contre, ça me rendrait fier. Ouais, bah oui, c'est un peu le... Voilà. Mais il y a quand même un challenge d'être le meilleur, hein, toujours. Écoute, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, depuis je suis tout petit. Et puis tu l'enseignes dans tes cours, hein, je regarde. C'est important d'être dans la performance, je pense que c'est important d'être dans l'excellence de vie. Ok ? Sois excellent dans tous tes domaines de vie. Moi je trouve que c'est vraiment important. Maintenant, c'est pas qu'une fin en soi. Ok ? Je vais te donner un truc. Pendant des années, moi j'ai pensé, parce que c'est ce qu'on m'avait vendu aussi, hein, c'est que le bonheur c'était obtenir ce que l'on veut. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec l'âge, je m'aperçois que c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a. C'est-à-dire que... Ou comprendre ce qu'on a, on va dire... Oui, et puis de se dire, mais on est vraiment chanceux d'être en pleine forme, d'être en santé, d'avoir des belles relations, des amis, d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir accès à cette information, de vivre dans un pays comme celui-ci, ou même de vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Alors comment ça t'est venu là ? Comment t'es rentré dans ce monde du développement personnel en quelques mots ? Moi j'y suis venu par le sport de haut niveau. Ah oui, c'est vrai que tu as coaché des... J'ai coaché, mais d'abord moi j'étais dans l'univers du karaté, j'étais en équipe de France et c'est comme ça que j'ai rencontré le coaching d'ailleurs. Et il y avait un monsieur qui était venu nous accompagner mentalement, psychologiquement, pour améliorer nos performances sportives. Et ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Et je me suis dit, ça je pourrais faire parce que j'aime le sport. J'étais passionné de psycho, que je faisais d'ailleurs. Et donc je me suis dit, ça peut être un bon joint entre les deux. Et puis après, tout simplement, les sportifs ou les équipes sportives avec lesquelles je bossais avaient des sponsors qui m'ont dit, c'est super, est-ce que vous pourriez faire ça avec mes équipes commerciales ? Ouais. Moi je dis, une équipe c'est une équipe. Un cerveau, c'est un cerveau. Et là, tu dis, là, j'ai un talent, là, apparemment, pour convaincre et expliquer des choses. Au départ, la vérité, non, pas du tout. Parce qu'en fait, si on remonte sur la première fois où j'ai dû parler en public, c'était une catastrophe sans nom. Ah ouais. Et je ne voulais absolument pas faire ça dans ma vie. Voilà. C'était l'une des plus grosses angoisses. Je l'ai fait parce que j'y étais obligé. Mais rapidement, je me suis rendu compte que quand je le faisais, je pouvais aider beaucoup plus les gens qu'à être planqué derrière un microscope ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, du coup, j'y ai pris goût et voilà. Et c'était un challenge pour moi aussi en même temps, de transformation, de passer du timide que j'étais à quelqu'un qui peut plus facilement communiquer avec les autres. Et je trouvais ça chouette. Voilà. Là, tu as une communauté de combien de personnes qui te suivent ? Écoute, il y a plus de 350 000 sur YouTube. Je crois plus de 150 000 sur Instagram, pareil à peu près sur Facebook.
ça fait pas mal de monde. Un demi-million de gens qui régulièrement regardent un peu ce que tu fais. C'est des vidéos qui sont assez plutôt très faciles d'accès. C'est ça qui est intéressant. Alors, le but, qu'on c'est comprend ça. un peu tout, quoi. Le but, c'est pour C'est moi... pas un spécialiste qui parle à des spécialistes, quoi. Non, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Les spécialistes qui parlent que pour eux, bon, c'est sympathique, mais ça va 5 minutes. Moi, j'aime bien quand c'est accessible. J'aime bien tes phrases chocs sur Instagram. Alors, tu fais des petits trucs courts comme ça, là. Très courts, ça peut durer 30 secondes, mais ça, t'as l'impression d'avoir pris un truc quand même en 30 secondes. Ouais, c'est des et petits tu dis, extraits, voilà, vous voulez le bonheur, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je sais pas. C'est pas mal, ça. Écoute, ouais, Il y a un côté original et... Il y a alors, moi j'ai mes équipes qui me poussent à faire des choses comme ça, je le fais pas. C'est pour ça qu'ils prennent essentiellement des petits moments de mes conférences. Ouais. Parce que en fait, moi je déteste faire des apports de moins d'une minute. Tu vois, c'est ce que nous demandent aujourd'hui les réseaux, les réseaux sociaux. Et je trouve ça dommage parce que j'ai pas le temps de développer et d'expliquer. C'est pour ça que j'adore YouTube, parce que YouTube, ça me permet vraiment de kiffer, quoi, tu vois, de prendre le temps et de développer les choses. Et alors, c'est ton outil de travail aujourd'hui. C'est mon fonds de commerce. C'est mon fonds de commerce. Ton fonds de commerce. C'est-à-dire qu'avant, un commerçant, il va avoir sa vitrine. Ouais. Moi, ma vitrine, c'est YouTube. Ouais. C'est YouTube. Et puis, avant, tu sais, je pouvais dire, vous savez, quand j'enseigne pour ma formation de coach ou des choses comme ça, je pouvais dire, bah voilà, j'ai une pédagogie qui est différente, j'ai une approche qui est différente. On pouvait me croire sur parole, mais après, il fallait le vivre. Et là, maintenant, une fois que tu me connais bien sur YouTube, tu sais si tu apprécies ce que j'enseigne et comment je le fais, quoi, tu vois. Ça change. Pas de chèche, ce serait? Wow. La dame, elle avait 16 ans quand elle a conduit ce genre de voiture. Wow. Toda. You always have 16. Always. You look like. Ah bah, tu vois. Yeah, we are. Thank you. Tu vois qu'elle je t'avais dit qu'on avait la cote avec cette voiture. Ouais. On a la cote. Avec des femmes qui ont connu cette voiture quand elle avait 16 ans. Quand elle avait 16 ans. Bon, toi, ça fait 7 ans, tu m'as dit que tu es en Israël. Avant, tu faisais, c'était quoi ta vie? C'était parisien? Ouais, Paris beaucoup, Paris-Canada, beaucoup, Ouais. énormément. Ouais. Voilà. Et bah oui, parisien. Parisien. Alors, il y a une histoire, on n'en a même pas parlé encore ensemble, mais David Lefrançois, évidemment, c'est ni d'origine tunisienne, ni d'origine algérienne, ni marocaine. Bon. C'est quoi ton histoire avec Israël et avec le judaïsme? Alors, avec le En quelques judaïsme, mots, je sais que ton histoire est longue. écoute rapidement, hein, moi j'ai appris que j'étais juif, j'avais 28 ans. Voilà. Et j'ai mis 10 ans pour m'en remettre. Non, je plaisante. J'ai mis 10 ans pour comprendre ce que c'était être juif. Ok. Et donc, bah voilà, j'ai fait ma Brit Mila à 38 ans. Donc, dans quelles circonstances? Comment tu as appris ta judéité? Alors, j'ai appris ma judaïté par un magnifique hasard. À l'époque, je travaillais pour la Guilde européenne pour le développement des pays de l'Est. C'était une guilde, c'était une émanation de la communauté européenne. Et je travaillais avec eux. On partait à 7 experts et on allait donner des conférences dans les pays de l'Est qui allaient rejoindre la communauté européenne. Et un jour, on était parti en Slovaquie, et là, j'étais pas très loin de la Roumanie, là où on était. Et à ma traductrice, j'ai dit voilà, il y a 2 choses que j'aimerais voir. Le château de Dracula, parce que j'ai écrit un mémoire là-dessus, de psychologie. Ah ouais? T'es un expert mondial du vampirisme. Non! Aujourd'hui, sache une chose, c'est que si aujourd'hui t'entends parler de vampirisme psychologique, C'est toi. celui qui a inventé le concept, c'était un jeune garçon de 22 ans. Voilà. Waouh! Et donc je voulais voir le château de Dracula et j'ai dit à ma traductrice, regarde, il y a mon arrière-grand-mère qui est enterrée en Roumanie, je ne sais pas où, j'ai pas trouvé le village. J'aimerais que tu m'aides. Et le lendemain, elle m'a dit, écoute, ce week-end on peut y aller dimanche. J'ai un truc qui va vraiment te surprendre et je vais te faire la surprise. Et en fait, il s'est avéré que bon, on est allé manger dans ce château. On a été invité par le châtelain qui, quand je lui ai dit que j'avais écrit le mémoire sur Dracula, il m'a dit il a pris plein de notes.
Parce qu'en fait, j'en connaissais plus que lui apparemment sur le vampirisme. Et au final, quand il a... J'ai dit, bon, allez, maintenant, il faut y aller. On est quand même, c'est en Roumanie, c'est les Carpates. Donc ça tombe plutôt de bonne heure, le soleil, tu vois. Elle m'a dit, ok, on y va, mais on y va à pied. Et en fait, on a fait 500 mètres à pied, petite marche digestive, et on est arrivé dans un cimetière, et le cimetière, c'est là où était enterrée ma grand-mère. Et en fait, la ville de Bron avait racheté le village, c'est pour ça que ça portait plus le même nom. Et tu t'attendais à voir ta grand-mère, donc? Ouais, mais absolument pas juive. Moi, quand je suis arrivé, d'ailleurs, il y avait un monsieur qui était là, qui était le gardien du cimetière, qui avait 83 ans. Et quand il m'a regardé avec des yeux énormes, et il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, venez, venez, venez. Et donc, on a traversé le cimetière. Après, il y avait une petite ruelle, puis après, il y avait le carré juif. Donc, des Magen David de partout, moi, je sais pas. Et là, on se retrouve devant une tombe où les noms correspondent. Mais moi, j'ai à ma traductrice, j'écoute, il s'est trompé, on n'est pas juif dans ma famille. Alors, elle dit, non, il est sûr. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est sûr? Il a 83 ans, ça se trouve, il a plus sa tête. Cet homme me regarde, droit dans les yeux, il me parle en français. Et il me dit, monsieur, j'ai toute ma tête. Je connais très bien cette femme, je ne peux pas l'avoir oubliée. C'était la copine de ma sœur. Et j'étais fou amoureux de cette fille tellement elle était belle. Je ne peux pas l'avoir oubliée, elle. Voilà. Et donc là, j'ai compris j'ai fait des recherches. Et puis après, j'ai appris que finalement, quand ma grand-mère était venue en France et qu'elle avait rencontré mon grand-père à Vienne, dans une espèce d'industrie où les nazis les faisaient travailler parce que mon grand-père avait des compétences spécifiques. Ils sont tombés amoureux sur place. Quand elle était rentrée en France, elle a caché qu'elle était juive pour toutes les raisons qu'on connaît. Wow. Mais et là, tu as su que tu étais juif, et alors là, prise de conscience Écoute, pas prise de conscience, parce que étonnamment, moi j'ai quitté un peu ma famille, j'avais 12 ans, j'ai grandi aussi dans une communauté un peu asiatique. Donc je pensais être catholique, après je me retrouve chez les bouddhistes et les shintoïstes, pour après apprendre à 28 ans que je suis juif. Donc j'ai compris que tout ce parcours-là, c'était un parcours qui m'avait été donné par Hachem, par Dieu, pour me permettre de comprendre le parcours de chacun, la religion de chacun. Et c'est un outil qui m'a permis vraiment d'être hyper tolérant, en fait. Voilà. Hyper tolérant avec les autres, mais surtout hyper tolérant avec moi et toutes les blessures que j'ai pu avoir, tu vois. Donc, Et du coup, un jour, tu as décidé, tu te dis, bon, je suis juif, je vais en Israël. Comment c'est passé? Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'avec mon épouse, on avait ce rêve un peu fou de partir un peu en Israël, parce qu'on s'était dit que c'est quand même la logique, la suite de l'histoire, quoi, tu vois. Ouais. Et puis après, il y a eu des événements en France qui ont fait que on s'était dit, et pourquoi attendre? Moi, j'ai la possibilité de faire un job qui est un peu worldwide. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur, de quelques... Et d'un avion. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et d'une bonne connexion. Et puis un petit peu d'appareil photo, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, on avait envie de changer, on avait envie de bouger. On avait marre, on se retrouvait plus dans les valeurs de la France. Ouais, vraiment. Et je m'y retrouve de moins en moins, d'ailleurs. Donc évidemment, le choix était parfait, quoi. Il y a pas Le de choix regret était sur le parfait. Écoute, à l'époque, on était invité par un ami à Miami pour passer les vacances. Et on devait passer tout le mois d'août là-bas. J'ai dit, écoute, viens, on va passer le mois d'août à Tel Aviv. Si on survit à ça, si on survit à ça, on s'installe et on se donne un nom. Et là, on a fait un truc génial. Il faut vraiment que je te parle de mon épouse à ce moment-là, parce que moi, je lui dis, écoute, voilà. Parce que là, il y a un moment donné, dans ce projet un peu fabuleux de partir, moi, à l'époque, je fonctionnais très très peu sur YouTube, vraiment un petit peu, quoi, tu vois. Mais je savais, par contre, que ce que je faisais plaisait, mais j'avais pas le temps parce que je travaillais avec la plupart des entreprises du CAC 40 à l'époque. Et puis j'avais aussi une émission de télé. Ça bougeait bien, ça marchait bien, tu vois. J'étais hyper dynamique. Donc on pouvait pas partir comme ça. Donc j'ai dit, voilà, écoute, toi, tu t'occupes du déménagement, tu t'occupes de tout, tu as 1 an. Et moi, j'ai 1 an pour transiter mon business. Voilà. Et elle s'est occupée de manière phénoménale, c'était exemplaire. Je me suis occupé de rien. Voilà, je ne peux rien te dire, je me suis occupé de rien. Elle a préparé un déménagement juste avec des plans, enfin, elle a été exceptionnelle. Et du coup, ça nous a permis, en 1 an, de venir nous installer. Et encore aujourd'hui, c'est pour nous le meilleur choix qu'on ait fait de notre vie. Vraiment, écoute, regarde. Puis, Donc ici, tu t'arranges côté famille, côté business, tout.
T'as réussi à cadrer tout. Écoute, nous on a de la chance, nos enfants sont grands. Ouais. On a 4 enfants, donc la grande elle travaille chez moi. Le suivant, il est sur Paris, il fait une école, mais il travaille aussi dans mon environnement. J'ai ma fille qui vient de terminer une école de commerce avec un bac plus 5 et qui maintenant s'intéresse à aller bouger un petit peu ailleurs. Et puis j'ai un fils qui est en bac plus 2 là aujourd'hui. Donc ça roule quoi, tu vois. Donc on n'avait pas des enfants en bas âge, c'était la bonne période pour partir. Vraiment. Vraiment. Et maintenant, tu as même le temps de te balader à Tel Aviv dans des voitures, dans des vieilles Mercedes. Parce que tu vois aussi, c'est ça qui est sympa, c'est que ce pays, il te permet aussi de rencontrer des gens fabuleux. Je sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire que... du monde entier d'ailleurs. Mais oui, parce qu'il y a des personnes, moi je parle avec tout le monde, je suis un peu un fou, ma femme elle me prend pour un martien, mais on se rend compte très très vite que tu vas parler avec un type... et je vais te donner un exemple. Un jour, il y a un type dans ma synagogue qui s'appelle Shimon, un monsieur assez âgé, et moi, mon grand kiff, c'est de faire monter à la Torah des personnes qui n'en ont pas les moyens. D'accord. Ok. Donc dès que je vois qu'une personne n'est pas montée à la Torah depuis un certain temps, tu lui offres pour la montée. Toujours. Et comme ça, 2-3 montées, j'offre. Ça me permet de donner de l'argent à la communauté, puis ça me permet de faire kiffer des personnes qui... Et derrière, il y a ce monsieur qui s'appelle Shimon, qui est un vieux monsieur qui est charmant, qui vient de Suède. Ouais. Et un jour, on était comme ça pendant une fête qui était organisée par la synagogue. J'ai dit, vas-y, Shimon, raconte-moi ton histoire. Il me dit, quelle histoire? J'ai dit, on a tous une histoire, raconte-moi ton histoire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais passionné par 2 choses, la musique et mon business. Et les 2 m'ont permis de faire des choses fabuleuses. Je lui ai dit, vas-y, raconte. Et bien cet homme-là, qui ne payait pas de mine du tout, en fait, il avait une société d'import-export, il importait des dates du monde entier, ok? Et le reste du temps, il avait un bimensuel de musique, il avait un groupe de musique, et grâce à ce magazine de musique, il a interviewé Elvis Presley, les Beatles, le mec qui était assis en face de moi, il a interviewé tout le monde, c'est-à-dire les rockstars, les Rolling Stones et tout ça. Il me dit, j'étais invité par les Rolling Stones à Vegas, je suis resté une semaine avec eux, on a surkiffé. Et quand tu le vois, il ne paye pas de mine du tout. Et ça, je trouve... C'est des rencontres incroyables. C'est fabuleux. Cette rencontre même avec toi, elle est fabuleuse. C'est vrai. T'es une belle personne. T'es passionné par ton métier. Et toi aussi, tu œuvres tous les jours à faire ce que... c'est des personnes qui regardent ta chaîne, ils aillent mieux. Mais, écoute, on essaie de les divertir. De les divertir et ça marche. Et de leur apporter... Ouais, je pense, j'espère. Oui, ça marche. Ça marche. Je te confirme, ça marche. C'est bien. Donc voilà, moi j'aime ce pays, j'aime sa vibration. Et je trouve que c'est un pays qui en tout cas me rend créatif. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Salut à tous, bienvenue chez vous, reprend ici sur A+, on est ravis. On va voir ce que vous notez. Alors, voilà, je suis là, en direct sur Instagram. עכשיו מקום שלי, מקום חדש, בר בתל אביב, בר הכי אין, למה? Générique. Ils sont déjà là. L'animateur extraordinaire, sublime, voilà. Et Kogovic original. Bonne année tout le monde, merci. Mais Breu, moi j'étais gêné, j'avais pas ma kippa. Il a sa main sur son volant et son autre main comme ça. Comment ça va? On peut s'embrasser, mais non. Je me suis dit, il y a un dîner ce soir, je connais les hôtes. C'est beau. C'est beau. Là, il a fait la fameuse rue Chabazi. J'ai appelé ma mère, elle m'a envoyé des médicaments de Paris en express. Professeur Cyril Cohen, historique. Ouais, ça s'appelle Noah, c'est une très Non, ça c'est la Miss Israël. Miss Israël, oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de cuisine. C'est ça qui est bon. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité.
Alors maintenant, je voudrais rentrer un peu dans le dur de ce que tu proposes et même, c'est pas grave, on est là tranquillement, on se balade, il fait beau et tout, mais j'ai envie qu'on parle de la vie et de comment toi tu vois la vie et qu'est-ce que tu peux nous apporter là en quelques mots, en quelques phrases pour nous sortir de l'anxiété générale qu'on a tous ici depuis quelque temps. On a toujours besoin je sais pas si c'est pas de la technique, mais c'est des moyens de comprendre comment aller mieux, comment travailler sur soi, des déclencheurs, on va dire. Alors écoute, c'est quand même une vaste question, mais je vais essayer de te répondre. Il y a deux parties dans ta question. Ce que je pense de ce monde, je pense que ce monde est devenu complètement cinglé. Alors raison de plus. Vraiment, c'est-à-dire que les choix politiques, géopolitiques, il n'y a rien qui va vers la paix, ok, et tout est fait sur quelque chose. Le monde, il est hyper égocentré. Je trouve ça difficile. Mais quand tu as un monde qui est égocentré, il faut vraiment, la réponse, c'est l'autre. Ok, tu sais, quand on dit l'enfer, c'est les autres. D'ailleurs, il faut remettre les choses en contexte. Quand il a créé cette pièce, Sartre, il avait créé un truc, une pièce dans laquelle la personne elle était enfermée avec deux autres personnes et il n'y avait pas de miroir. Et donc, du coup, en fait, il s'apercevait que les autres lui renvoyaient tout le temps ce qu'elle était. C'est pour ça que les autres, c'était un enfer. Mais en dehors de ça, c'est une pièce qui était vraiment intéressante. Et autre chose qui est passionnante, c'est que dès que tu vas passer du temps à aider l'autre, à grandir, à apprendre, juste s'assurer que la personne qui est autour de toi soit de mieux en mieux. Et bien en fait, le fait d'être dans le don, ok, dans la Torah on dit que tu as des donneurs et tu as des preneurs, mais quand tu es un donneur, tu ne peux pas être malheureux. Voilà. Je vous le dis, moi, toutes les personnes qui sont des vrais donneurs, des personnes généreuses, je les ai jamais vues malheureuses. Alors, je te parle du vrai don, tu vois, de la vraie générosité, pas celle qui va me faire que, si je le fais, je vais être aimé. Non, non, je donne et j'attends son retour. Le seul retour que tu recevras, c'est celui d'Hachem, tu vois. Et ça, quand on rentre dans cette perspective aussi simple que celle-là, ok, et déjà, tu vas voir que ton niveau d'angoisse, il va profondément baisser. Mais il faut être croyant? Non, il faut le non-croyant peut aussi intégrer ça? Alors ça, c'est un truc que les non-croyants, tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire ça. Okay. Pourquoi? Parce que d'être généreux, d'être gentil avec son prochain, il n'y a pas besoin. Oui, bien sûr, évidemment. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être croyant. Non, mais de comprendre que tout va s'arranger par le haut, du haut vers le bas. Mais déjà, ça va te faire du bien à toi. Ouais. Ça suffit, tu sais. Quand on a une dimension qui est une dimension anxieuse, ou quand on a un environnement qui est anxiogène, il faut cultiver. Tu sais, je vais te raconter une histoire qui est intéressante. Quand j'étais petit, j'étais malade et j'ai appelé mon oncle qui tenait une ferme, qui était l'une des premières fermes bio en France. Et je l'ai appelé parce que j'ai dit voilà, tonton, je viens avec toi parce que maman, sinon on ne peut pas partir au sport d'hiver. Il m'a dit oui tout de suite. Et donc on a passé un long moment ensemble. Et un jour il m'a dit tiens, viens avec moi, on va planter des patates. Et à l'époque, il m'explique, tu sais, les terrains en jachère. Ouais. Que la communauté européenne mettait des terrains en jachère. C'était des terrains qu'il fallait ne pas cultiver pour que le marché reste stable. Et on va sur ce terrain en jachère et il me dit, viens, on va planter des patates. Je me dis, mais tonton, si c'est un terrain qu'on n'a pas le droit de cultiver et qu'on cultive des patates, c'est illégal. Il me dit, non, on a le droit pour nos consommations personnelles, mais pas pour des plans de production. C'est-à-dire plutôt que les mettre tous les 2 cm, on va les mettre tous les 10 cm. Mais il me dit, tu sais, il va y avoir 2 choses intéressantes. La première, c'est qu'on va pouvoir alimenter les animaux et nous. Mais ce terrain-là, moi, je fais du bio. C'est-à-dire que si je ne le cultive pas pendant 1 an, comme ça m'est demandé par la communauté européenne, si je ne le cultive pas pendant 1 an, les mauvaises herbes vont s'installer dessus. Et quand il va falloir que je cultive ça, et en fait, les mauvaises herbes vont prendre tous les oligo-éléments de la terre et ça va mettre 1 an pour que je bénéficie d'eux. Donc du coup, ça va pas fonctionner. Les patates, les racines des patates, elles mangent les racines des mauvaises herbes. Donc le jour où on me dit tu plantes et tu as le droit de planter, je plante, ça va prendre tout de suite. Et en fait, la vie c'est comme ça. Si tu fais rien, si tu donnes rien, si tu n'apportes rien, si tu prends pas soin de toi ni des autres, si tu fais rien de tout ça, les mauvaises herbes elles vont venir. Les mauvaises herbes, c'est les mauvaises pensées, c'est les mauvaises émotions, c'est tout ça. À partir du moment où tu cultives la joie, le positif,
le bonheur, la conscience de l'autre, et ben ça change tout. Et en fait, notre job aujourd'hui pour vivre dans un environnement qui est anxiogène, c'est de... un paysan, il va cultiver sa terre, il va la retourner, il va l'ensemencer, il va l'arroser, il va la surveiller, et puis après, il va la récolter. C'est tout un processus très dur. Les mauvaises herbes, tu fais rien, ça vient tout seul. Et les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, l'anxiété, ça vient tout seul. Mais par contre, si dans ta journée, tu fais des efforts, et ça demande des efforts conscients, de travailler sur le fait, tiens, je vais faire du bien à l'autre. En faisant du bien à l'autre, je fais du bien à moi. Ok. Quand je vais faire attention à ce que je dis, je vais m'assurer que ma parole elle soit bonne. Je vais travailler sur ce qu'on appelle les midotes chez nous, les traits de caractère. Je vais faire attention de ne pas me mettre en colère. Tout ça là te cultive un espèce de mindset qui t'empêche véritablement d'être touché par l'anxiété. Et c'est comme ça que tu deviens hermétique à l'anxiété. Et c'est pour ça que le développement personnel, j'ai trouvé ça passionnant parce que pour moi c'est l'antidote. D'ailleurs antidote c'est bien antidoute. Ah ouais. Antidote. Okay. L'antidote, c'est de justement d'effacer tous les doutes que l'on pourrait avoir sur nos possibilités, nos capacités et sur le fait que la vie, elle va être top, tu vois. Mais pour ça, ça demande de faire un travail sur soi. Et c'est pour ça que ma chaîne YouTube ou tous les supports que je donne aident les personnes justement à intégrer ces idées-là, c'est tout. Voilà. Regarde, David, on nous suit. On est harcelé. On est harcelé. Un autographe. Puis avec des trucs, on dirait des paparazzis, les mecs. Ouais. Et tu sais qu'on va vers la mer là. On a fait un grand tour et on se redirige là. T'as envie d'aller vers où? T'as une préférence? Écoute, tu connais un peu Tel Aviv? Moi je connais très bien Tel Aviv. Qu'est-ce que tu aimes? Neve Tzedek? Neve Tzedek, c'est très mignon. Allez, on file à Neve Tzedek. On va se faire une petite descente à Neve Tzedek. Ok? Vous nous suivez, Marlon? Neve Tzedek? Neve Tzedek. Ouais. Allez, ils nous suivent. Suivez-nous. Heureusement qu'ils sont là, ils nous font des belles images là, Cédric. Et puis, et toi, alors toutes ces connaissances que tu as, tu arrives à elles sont aussi pour toi-même, j'imagine, pour toi-même dans ta vie personnelle. Tu arrives à les suivre toi-même ou quelquefois tu dérapes? Écoute, moi je vais te dire un truc. Est-ce que le cordonnier est mal chaussé? Non, alors le cordonnier il n'est pas mal chaussé, mais il pourrait être beaucoup mieux chaussé. Ah d'accord. C'est moi ce que je dis toujours, c'est si j'appliquais 10% de ce que j'ai dans ma bibliothèque, le Dalai Lama il perdrait son boulot. Okay. Ah, parce que moi je me dis, David Lefrançois, c'est génial sa vie, tout est calme, tout est tranquille. Dès qu'il y a un problème, il passe, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui le touche. Non, il y a beaucoup de choses qui me touchent. Et je suis un être humain avec les mêmes problèmes que tout le monde. C'est vrai que parfois, je vais rester beaucoup moins longtemps dans des problèmes parce que je peux avoir des stratégies, des façons de réfléchir qui vont être différentes. Mais voilà, et moi je suis pourri de défauts. Voilà. Ouais. Donc, mais tu travailles. Je travaille sur moi. On travaille tous. Ouais. Ah, c'est un vrai travail. Ouais. Et c'est ça aussi qui est sympa. C'est de se dire que. Tu sais, il y avait une blague quand on était petit, on se disait il n'est pas fini. Ouais. Moi, je me considère comme pas fini. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal de ne pas être fini. Parce qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours être meilleur. De toute façon, et voilà. la circoncision a prouvé qu'on était imparfait. Quand on est né imparfait. Ça veut dire qu'il faut toujours faire quelque chose. Et je sais de quoi tu parles. Parce que moi, on m'a quand même coupé à 38 ans. Aïe, ça fait mal ça. Ah, c'est ça. Ça fait mal ça. Je te confirme. Donc j'ai tout ce poids de l'imperfection. J'ai compris. Quand tu as ce morceau de peau qui passe, tu te dis mon Dieu, ils ont tout pris. Mais c'était très drôle. Enfin, pas après. Mais... pas après coup. Ouais. Voilà, taillelette, là, regarde comme ça. Tu vois ça? Moi j'ai des bureaux là, à côté sur Ben Yehuda. Ouais. Quand je viens ici, pour moi c'est un grand moment de bonheur. Parce que tu dis vraiment, t'es un privilégié. Je suis un privilégié. Non, j'ai pas le temps de marcher sur la taillelette, mais je marche beaucoup à côté de chez moi là-bas, avec mes chiennes. Ouais. J'habite à Mataville. Regarde, on nous dit merci, on nous dit regardez cette voiture. C'est incroyable cette voiture. Elle a la cote cette voiture. Au début, je croyais que c'était moi. Non, mais tu te trompes. Mais c'est pas moi. C'est pas du tout la voiture. Ah, c'est qui? C'est la voiture? Non, mais c'est toi. Je me dis, regarde tout ça plus, ces gens-là. Par contre, fais attention, on est quand même en pleine Gay Pride. C'est vrai aussi. Salut. Ah non. Ne sous-estime pas ton leadership et ta beauté naturelle. Ah là, il faut que je le garde en tête. Regarde ce building là. Il y a une phrase dans le film Kung Fu Panda que j'adore. C'est au début, il y a Kung Fu Panda qui va aider des familles. Ouais. Et puis, il y a le petit lapin, une famille de petits lapins qui dit qu'est-ce qu'on vous doit? Et il dit on ne facture pas,
la topicivité et la bogossitude. Et j'ai trouvé ça tellement vrai. On ne facture pas la topicivité et la bogossitude. Voilà. Kung Fu Panda. On a les références. Panda, référence. Regardez Kung Fu Panda. Vraiment. Le Kung Fu, c'est ton truc, ça. C'est Kung Fu ou karaté, toi? Le karaté. Karaté. Ouais, c'est mon truc. C'est ma grande passion. Moi, c'est plutôt tennis. Mais, alors, j'ai fait du tennis quand j'étais jeune, mais mon père m'a obligé à faire du tennis. J'ai fait un sport-études quand j'étais petit. Ah, moi aussi, j'ai fait sport-études tennis, non? Et t'as fait combien de temps? J'ai fait 2 ans. Ah, donc tu joues alors, tu dois taper la balle. Ouais, forcément. À l'époque, j'étais j'étais jeune, j'étais 32. Oui, 32. 32. Je sais pas s'il y a encore les mêmes règles. Oui, toujours, 32, 31. Moi, j'étais 15-2. C'est bien, 15-2. J'ai commencé à taper un peu la balle. C'est un chouette sport, le tennis. C'est pas celui dans lequel je me suis découvert, mais... Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Exceptionnel. J'espère que Cédric filme ça. C'est une tache d'huile. Oui, il filme. Oh là là. C'est beau. Ah, il commence à pleuvoir. Regarde, le temps idéal pour toi. Regarde. 35 degrés, la pluie. Merci. Le soleil. Le soleil, ça va nous rafraîchir. On a chaud, on a chaud dans cette voiture. On a chaud. Là, tu sais que j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. De courir. Tu te baignes un peu, ça t'arrive d'en aller? Je me baigne souvent, même en hiver. Et regarde, on sent les gouttes de pluie. J'adore. Alors moi, je suis passionné d'un truc qui s'appelle les douches froides et les bains glacés. Ah ouais? Les trucs suédois, là? Je suis adepte de ça, là. J'adore ça. Donc dès que je vois en hiver la mer, un lac, plus c'est froid, mieux j'aime. Plus c'est challengeant. J'adore. D'où le Canada, quoi. Ah, le Canada, j'ai pas de problème là-bas. Le Canada, pour le coup, il fait trop froid. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Canadiens qui nous écoutent? Parce qu'ils vont nous écouter. D'abord que je vous aime. Là, je vous fais un gros bec. Vous êtes juste extraordinaire. Et même si je suis si là à Tel Aviv, vous êtes dans mon cœur, en permanence. Je vous aime, je vous aime vraiment. Et tes conférences, tu les fais comme ça? Alors attends, tiens, pour l'anecdote, c'est que moi, quand je suis en France et que je fais l'accent québécois, ça passe. Tu vois, là, vous allez dire, il fait pas mal son accent. Si je le fais là-bas, je me fais massacrer. Parce qu'un jour, j'ai un pote quand même tu vois, on a 1000 personnes et mon pote, il m'affiche devant les gens. Il fait, vous savez, il fait l'accent québécois en France. Ouais. Et quand il fait l'accent québécois en France, quand il dit, est-ce que j'ai un bon accent? Tout le monde dit oui. Alors j'aimerais que vous les vrais Québécois, vous disiez, c'est quoi son accent? On a 1000 personnes, frérot. Il me dit, fais l'accent. Donc je fais l'accent québécois. Et là, il y a 2 personnes qui lèvent la main, comme quoi je fais bien mon accent, quoi. Et en fait, les deux, il me dit, je suis sûr que les deux, ils sont même pas québécois. Non, les deux étaient français. C'est énorme. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, j'ai envie de te demander, comment tu définis l'Israélien, alors? Alors, moi, l'Israélien, je trouve rude dans son approche, mais incroyablement profond. C'est-à-dire, d'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote par rapport à ça. Un jour, j'étais dans un avion, je partais de Paris, j'allais justement à Montréal. Et j'aide une petite dame qui était assez âgée à mettre ses bagages, on discute, tout ça, puis elle me dit, vous êtes de Paris? J'ai dit, écoute, je suis passé quelques jours à Paris, mais en fait, moi, je suis israélien maintenant. Elle me dit, bah, vous n'allez pas être mon ami. Je dis, madame, quand même, vous n'allez pas me dire que vous êtes antisémite, c'est pas possible. Elle me dit, non, pas du tout, pas du tout. Non, je parle vraiment des Israéliens, parce que j'y suis allé. Et je les ai trouvés très, pas polis. Et j'ai dit, vous savez, c'est vrai, même si ça s'améliore, c'est vrai, c'est pas obligatoirement les personnes les plus polies au monde. Par contre, si vous arrive quelque chose, madame, dans la rue, il y a 14 000 personnes qui vont vous aider. Jamais vous ferez agresser dans la rue. La semaine dernière, il y a une jeune femme qui s'est fait violer dans le métro. Il y avait 60 personnes, pas un à bouger. Alors excusez-moi, moi je préfère qu'on me dise pas bonjour, mais qu'on me sauve la vie. Tu es en sécurité dans un pays. Exactement, parce qu'eux, ils vont risquer leur vie pour la vôtre. Et de manière naturelle. Et de manière naturelle, c'est dans leur ADN. C'est ça qui est incroyable. Donc, et c'est pour ça qu'on est venu un peu vivre ici. C'est parce qu'on a la sécurité totale, enfin totale, sauf évidemment raison particulière. Mais effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles. Mais je trouve ça incroyable. Donc je les trouve profonds. Voilà. Et quand tu grattes un tout petit peu l'israélien, quand tu parles, ce sont vraiment des belles personnes. Voilà. On appelle ça les sabras parce que c'est fil de barbarie. Piquant à l'extérieur et très doux et sucré à l'intérieur. Exactement.
Bah, je trouve que c'est une très bonne définition. Et alors les Français, tu définis ça comment? Plus compliqué là, je sens une grimace. Je suis déçu de la France. T'as le droit d'un joker, hein, t'as le droit d'un joker. Non, parce que je cache pas ce que je dis. Moi, quand je regarde ce que la France est en train de devenir, ça me désole. Voilà. Ça me désole et je trouve que si la France, elle devient comme ça, c'est aussi que le Français, il l'a laissé faire. Et ça m'attriste profondément. Voilà. La France, c'est vraiment... J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Le plus beau pays du monde, c'est la France. Voilà. Parce que tu as, sur cette petite surface-là, absolument tout ce que tu peux vivre dans un monde. Aussi bien la neige que des belles plages, qu'il y a des endroits qui sont l'architecture, la culture, on a tout. Mais ce que c'est devenu, ça me désole. Ah, c'est marrant, j'en parlais avec Samuel Bambi, l'humoriste français, la semaine dernière. Il m'a dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il avait le regret de se dire que la France n'est pas assez aimée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que les gens ne se rendaient pas compte, il m'a dit, les gens ne se rendent pas compte où ils sont, et c'est dommage de gâcher tout ça. Non, c'est ça, c'est bien. T'es d'accord avec ça? Non, oui, c'est... En tout cas, moi, j'ai pris la décision dernièrement de ne même plus avoir de business en France parce que c'est plus possible de fonctionner dans ce pays. Je comprends pas. Je comprends pas les décisions qui sont prises par l'État français. Je comprends pas les décisions qui sont prises par les Français. Et qu'à un moment donné, un jour, vous avez aussi la responsabilité de tout ça. Moi, à un moment donné, je me retrouvais plus dans les valeurs de la France. Je l'ai quitté, mais la mort dans l'âme, quoi, en fait. En vrai. J'aurais préféré continuer à vivre dans ce pays parce que je l'aime profondément, quoi. Je pense qu'on a fait notre temps en France. On ne regrette pas, on y va tant encore. Mais que voilà, le nouveau pays, c'est Israël, pour nous. Enfin, notre base est ici aujourd'hui. En tout cas, notre choix de vie est là. Notre choix de vie est là, et pour nos enfants surtout. Voilà. Donc, et je vois par exemple mes enfants qui font des études supérieures, un d'eux veulent vivre en France. Je suis allé donner des conférences dans des pays étrangers. Ils ont fermé. Ils ont fermé, ouais. Ils ont fermé Neve Tzedek. La plupart d'entre eux, ils veulent pas rester en France. Voilà. Et puis je trouve que par exemple Paris c'est devenu complètement insécure, sale. Un peu insécurisé quand même. Et voilà, stop quoi. Stop, il y a un moment donné. Et tu voyages encore un peu là-bas? Je voyage parce que j'ai aussi des obligations matérielles. Et j'ai ma maman. Jusqu'à présent j'avais encore une société, j'ai encore certains de mes clients. Donc c'est chaud quoi, tu vois. Donc, et quand j'y suis, la vérité, je suis content d'y aller. Mais je suis très content de partir. Et de revenir. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Alors que c'est pas normal parce que c'est un pays qui est quand même juste fabuleux quoi. Ouais. Mais je pense même que les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est ça. D'avoir de vivre dans ce pays avec ses avantages sociaux, avec... Alors regarde, là je vis dans ce pays. Là on est dans le quartier un peu français, Lillemblum, Rothschild, il y a beaucoup de Français ici dans le coin. Les Français d'Israël, tu les côtoies, tu les connais? Je les côtoie, je les connais. Ouais. Bon, on est obligé d'être dans tout communautarisme hein, quand on arrive ici en Israël, on est content de se retrouver entre Français avec cette culture qui va avec. Ça te dit de conduire un peu? Ouais. Tu vas? Allez, attention, le frein, t'es d'accord? C'est pas un frein. C'est compliqué. T'as le permis? Ouais. Allez, on y va. Enfin, je crois. Alors. Aïe. Allez, mamie. Ah là là. Montre-moi ce que t'as dans le Mais dis-moi, sang. t'es venu en short? C'est la classe quand même en short. Hein. Allez, à toi de jouer. T'as vu? Et quand j'ai vu le temps qu'il faisait, je me mets pas en pantalon. Alors, mets à tes aises. On se fait la petite ceinture parce que quand même, faut donner l'exemple. Hein. Donnons l'exemple. Voilà. Bon, tu sais que moi, mon truc, c'est pas les voitures. Hein. Mon truc, c'est les motos. Hein. Ah. Ton truc, c'est les motos? Ah ouais. Enfin, moi, T'es toujours en moto? Je suis toujours en moto. C'est dangereux quand même, non? Ouais. C'est plus dangereux, c'est vrai. Alors, mamie, tu dis quoi? C'est beau de pouvoir conduire avec cette histoire. C'est ça, c'est pas simplement une voiture, c'est une histoire. On est dans une tranche du siècle. Ah, vraiment. 70-80, l'insouciance de cette époque. La beauté, Jonathan et Jennifer Hart. Exactement. Et l'amour du risque, et puis il y avait aussi Dallas. Voilà.
Alors laisse-le passer devant, voilà, comme ça. C'est lui qui il va t'accompagner. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, des justiciers milliardaires. Il y avait aussi Dallas, ton univers impitoyable. Est-ce que tu te rappelles de Moi cet j'étais épisode Bobby Wing. Hein Moi j'étais Bobby. Hein. Ah, t'étais Bobby? Moi, j'avais un fait pour JR. Ah ouais? Est-ce que tu te rappelles ce moment d'anthologie de la télé où JR s'est fait tirer dessus? Oui, où on a dû attendre 6 mois avant de savoir. Mais c'est quoi ces bâtards? C'est-à-dire que le mec, t'as l'électron, c'est fait cardiogramme qui s'arrête, et t'as Dallas. Ils ont tué. Et là, tu dis, mais d'abord, on n'avait pas Netflix pour avoir l'émission suivante. Pas du tout. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Ah ouais. Quelle horreur. C'était dur. Mais ils ont vraiment inventé la série avec ça. Ouais, bien sûr. Et 24 heures. Je pense que 24 heures, c'est vraiment le déclencheur de la série. Ouais. Ouais. 24 heures. J'ai jamais regardé cette série. Ah ouais? Et tu sais quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ce pays. On était venu il y a assez longtemps. Et j'avais dit à mon épouse à l'époque, je dis quand même, tu peux dire tout ce que tu veux, la France, au niveau de la nourriture, on fera jamais mieux. Ouais. Enfin, pourtant, aujourd'hui, là, quand tu vois ce qu'il y a... On est bon. Il y a des restaurants, il y a des saveurs, il y a des trucs un peu incroyables. Attends, on va faire la photo là, sympa. Elle veut pas trop qu'on accélère. Je pense qu'elle aime bien ça. Juste que tu sais que t'as pas de frein, c'est toi après. C'est ça. C'est un concept. Voilà, on est à 250 à l'heure sur la taillelette. David Lefrançois. Et absolument. Bon, ça va, ça se passe bien? Écoute, c'est pas une torture. Hi boys. Hello. Hello. En tout cas, merci de m'avoir laissé conduire cette petite merveille d'antiquité parce que c'est vraiment sympa. Je pourrais dire j'ai conduit cette voiture. Tu l'as conduit. Hein, mamie? Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait, on se gare là? Non, on va se garer dehors pour se dire au revoir. Donc tu peux te mettre sur le coin là comme ça, voilà, ici là. Ouais, sur le trottoir ici. Voilà, voilà. Hello. Les stars, nous sommes les stars. Voilà. Super, bravo. Génial. Hein. Ça t'a fait plaisir? Un kiff. Génial pour moi aussi. Et le plaisir était de le faire avec toi. Merci encore 1000 fois, David. Allez, je te dis au revoir. Dehors, à l'extérieur, on va attendre notre équipe. Elle est là, voilà, Cédric. On se dit au revoir là? Allez. Bon, bonne expérience dans une Mercedes. Faut sortir. Hein, faut sortir. Peut-être qu'on aura une autre voiture la prochaine fois, je ne sais pas. Bah, écoute, peut-être que. Une belle voiture. Merci David. C'était un grand plaisir. Merci encore, on se voit bientôt? Avec grand plaisir, tu sais que je suis là quand tu... Et si j'ai des petites questions, des petits soucis, je peux t'appeler, il y aura toujours une réponse. 3615 code David. Ceux qui ne connaissent pas le 3615, vous êtes trop jeunes. Merci David, à bientôt. Ciao, salut. Allez, je vais me baigner ou je fais quoi? Je me baigne ou je vais... L'amour. Ouais, je ramène la voiture.